Salut à tous, c'est Axel. Dans cette vidéo, on va interviewer Ben de la chaîne YouTube Ben la Fricosphère. Donc salut Ben, comment vas-tu? Salut à toi Axel, et bah écoute ça va très très bien, très content d'être là, merci pour l'invitation. Bah écoute, pas de souci, avec plaisir. Le but de cette vidéo, ça va être de parler de crypto, parce que sur cette chaîne, moi j'en parle très peu, parce qu'en fait, j'en fais pas beaucoup, on va dire, sur mes investissements Ouais. à titre personnel. Et bah voilà, le but c'est d'en parler un petit peu plus. Toi qui as une stratégie qui est quand même très active dans la crypto. Et justement, on va voir que par exemple, toi tu parles pas du tout de bourse, pas du tout, enfin un petit peu de bourse plutôt, mais pas du tout par exemple d'immobilier, alors que moi c'est des trucs que je fais plutôt principalement entre guillemets. Du coup, bah déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas et dire un petit peu quel est ton parcours et voilà, qui es-tu? Ok, pas de problème. Bah du coup moi comme vous l'avez entendu, je m'appelle Ben. Globalement j'ai créé une chaîne YouTube il y a presque 2 ans maintenant qui tourne autour de l'investissement. Et puis à un moment j'ai switché vraiment autour des cryptos parce que ça me plaisait beaucoup plus que l'investissement classique et c'est là où je voyais vraiment beaucoup de valeur sur les années futures et donc je voulais me mettre dans cette tendance-là. Sinon, quand est-ce que j'ai découvert un peu tout ce monde investissement crypto? C'était en 2016-2017 où j'ai gagné un peu d'argent sur Internet grâce à différents business en ligne, un peu comme toi, de développeurs en fait, Mhm. et aussi un peu de e-commerce à l'époque. Et donc à partir de là, j'avais gagné un peu d'argent et je me suis dit, bon, où est-ce que je vais l'investir cet argent? Et j'ai découvert du coup les cryptos et la bourse. Et j'investissais simultanément dans les deux. En bourse, c'était à l'époque, j'étais mineur et donc en bourse, j'investissais avec la chose, enfin le compte de mon père. Et en crypto, il n'y avait pas de KYC, donc pas de vérification d'identité à l'époque, donc ça posait pas de problème. donc euh, D'accord. donc voilà comment ça fonctionnait là-dessus. Et puis j'ai acheté mes premières cryptos et comme un peu tout investisseur crypto, je me suis fait un peu défoncer au début, hein, parce qu'après la bulle de 2017, on a eu un bon moment de disette, et puis après c'est reparti et le reste de reste is history comme ils disent, et puis après ça s'est bien passé pour nous, on est assez content là-dessus. Et puis maintenant, j'essaye de beaucoup plus m'impliquer dans la sphère crypto, de développer, Mhm. on va dire, d'un point de vue tech, de développer un peu de la tech crypto et aussi bah, de faire du contenu. Et voilà. D'accord. Donc initialement, c'était plutôt sur l'aspect, on va dire, genre appât du gain, entre guillemets, crypto, etc. Parce qu'en fait, de base, tu es développeur de formation et du coup, tu es rentré dans l'écosystème, donc plus sur le côté finance. Mais en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu es en train de développer des projets plus tech, du coup, en ce moment, ou c'est. C'est un peu ça. En fait, simplement, quand je regarde ce qui est possible de faire d'un point de vue technologique sur la crypto pour un développeur, en fait, il y a des choses qui sont assez incroyables. Et donc, à partir de là, j'ai envie moi, de participer à cette mouvance-là. Pas forcément en développant, mais aussi en faisant des projets. Bien sûr, je commence à toucher un peu le développement, mais je suis loin d'être un expert. Et donc, à partir de là, voilà, j'ai envie de créer des projets là-dessus, dans tout ce qui tourne autour du Web3, ce genre de choses et les valeurs que ça véhicule. Et donc, à partir de là, oui, à la base, c'était comme tout le monde, hein, c'était des bases intentions, des, On des comprend intentions peu tous. vertueuses, et qui Ouais. sont bah, la spéculation pure. Et après, au bout d'un moment, de spéculation en spéculation, tu commences à découvrir un monde qui est vraiment très très intéressant. Et du coup, à partir de là, tu essayes, tu testes, tu développes. Et puis, tu vois plein de possibilités qui s'offrent à toi. Et c'est aussi ce que j'essaye de faire passer sur YouTube, de parler un peu d'investissement. Sur YouTube, je parlais quasiment que d'investissement, mais les projets que j'essaye de faire vont pas faire que ça, quoi. D'accord. Et donc là, tu as parlé du côté investissement. Et pourquoi est-ce que du coup, la crypto, pourquoi est-ce que c'est ton genre ton cheval de. Enfin, je sais pas comment dire, ton phare d'horizon, entre guillemets, plutôt que par exemple la bourse ou plutôt que l'immobilier? Alors, l'immobilier, j'ai l'impression que toi, t'en parles pas du tout. Et alors, la bourse, t'en parles un peu plus. Donc, par exemple, qu'est-ce qui fait que, par exemple, tu mets pas all-in crypto ou pourquoi pas all-in bourse et pas du tout immobilier, par exemple? All-in par rapport à mon portefeuille perso ou par Ouais, rapport à enfin ouais, c'est sur ça. En YouTube? gros, pourquoi est-ce que tu te dis pas, enfin moi personnellement, tu vois, je me dis par exemple la crypto, ça reste un petit pourcentage dans mon portefeuille, parce que je me dis que la bourse c'est moins volatile et que j'ai l'impression que c'est plus régulé, etc. Je me sens plus en sécurité entre guillemets sur les marchés financiers boursiers que plutôt la crypto. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu ton avis dessus. Bah, en fait, moi, je suis dans la sphère crypto, je suis quelqu'un qui prend assez peu de risques, en fait, et dans la sphère bourse, je suis quelqu'un qui prend énormément de risques. Donc, je suis un peu Donc entre je les deux, comprends. dans le sens où aujourd'hui, je dois avoir 60% de mon capital qui est dans le monde des crypto-monnaies, et le reste doit être dans la bourse, en fait, Mhm. et aussi bah, sur les comptes bancaires, etc. Mais voilà. Et dans l'immobilier, pas du tout, parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça me crée des attaches, des responsabilités et des emmerdes que j'ai pas envie de me créer d'un point de vue Mhm. investissement, et c'est simplement pour ma qualité de vie. Je pense que c'est un véhicule d'investissement qui est incroyable.
Clairement, quand tu poses des maths, tu vois, tu peux faire du levier, tu peux faire plein de choses. Mais moi, j'ai pas envie à mon âge en tout cas, aujourd'hui, donc j'ai 21 ans, j'ai pas envie de faire ça. Et surtout, en plus, du coup, je vais pas en parler puisque je connais pas du tout. Je Ouais, connais je pas du comprends. tout. Et pareil pour la bourse, en fait, quand tu regardes, je connais plutôt bien, mais quand tu regardes, ma parole a très peu de pertinence par rapport à des gens qui sont là depuis 20-30 ans dans l'écosystème, alors que Mmh. dans le monde des crypto-monnaies, en général, tu restes pas très longtemps au top niveau parce que au top niveau en termes de connaissances, c'est super dur à rester parce que ça va trop vite, quoi. Et du Ouais, coup, clairement et ouais, c'est un peu pour ça aussi que moi, par exemple, la bourse, je trouve ça plus accessible parce que, tu peux, genre laisser ton portefeuille entre guillemets genre, 3 ans sans rien faire, ça va pas trop bouger. Alors que dans l'écosystème, crypto, en 3 ans, ça bouge, mais à une vitesse qui est phénoménale. Donc ouais, il faut quand même être vachement, comment dire? Alerte et super renseigné. Donc toi, du coup, j'imagine que toi, tu es hyper, comment dire? Connecté et cetera. Tu passes déjà, comment est-ce que tu fais ta veille, combien de temps tu passes à faire ta veille, sur la crypto? Comment est-ce que tu gères ça un petit peu? bon, je pense que je passe au minimum 3 heures par jour, tu vois, donc 3 heures. Enfin, après, c'est moi, c'est-à-dire que Oui, on peut c'est faire parce que beaucoup toi, moins, tu vois. tu es intéressé par le sujet et après je pense que C'est c'est mon ton travail travail aussi, après accessoirement, tu vois. voilà, c'est ça. Après du coup, tu le retranscris sur tes vidéos YouTube, sur, tes mails et cetera, enfin tout ton contenu, c'est là où tu retranscris ce que tu as appris ou les news Voilà. importantes et tout ça. Et en fait, je compte tout ce que j'écris, tout ce que je crée comme vidéo YouTube, comme de la recherche. Et du coup, Mmh. à partir de là, forcément, en fait, moi, je fais d'une pierre deux coups, je recherche pour mes propres investissements et je recherche pour la chaîne YouTube. Et donc, à partir de là, je montre sur ma chaîne YouTube mes investissements. En général, je suis assez transparent là-dessus, un peu comme toi. Mmh. Moins que toi, je pense, hein, quand même. Mais Ouais, j'ai j'ai- volontairement, j'ai oui. montré un investissement sur un bot de trading que j'avais fait, qui était assez élevé. J'ai montré là récemment un investissement sur une application de NFT juste pour voir ce que ça allait donner, tu vois. Je Mmh. montre et puis après je vais faire le bilan d'ici quelques mois pour voir si ça a fonctionné, tu vois. Un peu comme toi. D'accord. Mais là, en fait, comme tout est beaucoup plus rapide, en fait, bah, en fait, je peux faire le bilan d'ici un mois alors que toi, le bilan de ton investissement immobilier, il faudra le faire dans longtemps, quoi. Exactement ça. En vrai, c'est ça parce que du coup, mon bilan, moi, j'avais fait genre 6 mois après et là, il faudrait que j'en fasse un an après. Mais ouais, c'est ça, c'est que c'est beaucoup moins, comment dire? Beaucoup moins court quoi, en termes de délai. Et donc du coup, tu as commencé, en fait, est-ce que tu as commencé, on va dire, fort dans la crypto ou genre tu as mis un petit pourcentage de ton portefeuille? Et après, comment est-ce que tu as fait pour faire, enfin, qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait évoluer plutôt ton portefeuille au fur et à mesure du temps? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé, mettons, alors je sais que toi, tu veux plutôt éviter de donner des chiffres, mais plutôt juste garder en proportion, Mm. en pourcentage, en répartition. Genre, quand tu as démarré, est-ce que tu as commencé genre les premiers mois en mettant genre 20% de ton patrimoine en crypto? Ou est-ce que tu as commencé genre 2-3% et puis ensuite tu t'es dit, je vais créer une stratégie, je vais créer, genre, je vais me dire, je vais faire tant de pourcents en Bitcoin, tant de pourcents en Ethereum, tant de pourcents en n'importe quoi. Donc, comment est-ce que tu as géré cette répartition au tout début et comment tu l'as fait évoluer au cours du temps? Ouais. Au On va tout regarder un petit début, peu. bah, j'avais mis 50-50 bourse crypto. Et Mhm. puis après, bah, marché 2017-2018, j'avais acheté pas forcément des bonnes cryptos pour être honnête, j'avais fait un peu n'importe quoi. Et du coup, marché baissier, bon, on peut dire que j'étais retourné à 100% bourse, quoi, à un Ok. moment. Et puis j'ai eu un peu de chance, j'ai racheté, peut-être, j'avais gagné de l'argent au fur et à mesure aussi, hein, de mes revenus normaux, quoi. Et du coup, j'ai racheté un peu au bas du marché baissier de 2018 et j'avais acheté juste des Ethers. Et donc j'avais racheté pour peut-être 10% de ce que j'avais à l'époque en termes de Mhm. capital. Et du coup, là je peux te partager le diaporama, mais Ouais, on va concrètement, regarder un peu ton écran. ça c'était fin 2021, donc les cryptos avaient déjà pas mal augmenté. Et ça, c'était fin 2022. Et du coup, à partir de là, je suis passé de 25% crypto à 60% dans la sphère crypto, quoi. Donc, j'ai investi aussi de mon argent en direct, pas mal. Mais bon, enfin, j'en ai investi que très peu en direct. Donc, à partir de là, on se rend compte aussi que bah, les cryptos ont bien augmenté. Et maintenant, forcément, ça représente une partie substantielle de mon capital. Ok. Donc là, l'évolution, c'est comme tu as dit, c'est le fait que toi, tu es amendé ton portefeuille, donc tu as acheté de nouvelles cryptos et aussi l'évolution des marchés. Très euh, peu d'achats de nouvelles cryptos, pour être assez honnête. Ah oui, toi, c'est vrai que c'était plus pas du trading, entre guillemets, mais c'était de la. Non, non, je fais pas du tout de trading, mais en gros, c'était surtout de la performance là-dessus, quoi. D'accord. Je fais très, très, très peu de trading, même pas du tout, en fait. Et c'était surtout de la performance sur bah, tout simplement le marché crypto qui a été très, très performant, quoi. Ok, donc là, les 25% se sont transformés en 60% de ton capital en un Mm. an et quelques, quoi, en gros. Ouais, en gros, c'est ça. Ok. Putain, ouais, stylé.
Stylé. Donc, du coup, ouais, et donc après, tu as continué quand même à investir dans les ETF, dans les actions, ou du coup, tu as mis entre Ouais. guillemets en pause ça? Ouais, tu as continué également à en faire un peu. Ouais, je continue. Les actions individuelles, j'essaye de moins en faire. J'en discutais un peu avec Mathieu Louvet. Du coup, Ouais, j'essaye de moins en faire parce que je suis plus du tout. Pas une seule seconde, je suis. ouais, Donc, j'essaye de moins en faire et les seules actions individuelles que j'ai, je dois avoir Google et Amazon, quoi. d'accord. Donc, je suis plus grand-chose. Mais ouais, j'ai essayé de continuer à investir dans les ETF. Et pour te dire, cette année, j'ai plus investi dans les ETF que dans la crypto parce que mes revenus aussi ont peut-être dans le futur vocation à être on-chain, c'est-à-dire en Mhm. crypto. Et donc, enfin, c'est un peu compliqué à gérer tout ça. Du coup, je préfère investir mon argent réel dans l'économie réelle, choix d'actions et ETF. Ok, je comprends. Ok. Et donc là, comment tu gères cette partie justement investissement? C'est en gros, tu fais un virement programmé, genre tous les mois, où tu te dis, bah tiens, j'ai envie d'acheter des ETF quand tu as envie. Comment tu le gères ce côté Ouais, investissement je suis pas très rigoureux là-dessus, c'est-à-dire que j'ai investi quand j'ai de l'argent. Ok, ok, Donc globalement, je vois à la fin du mois si j'ai trop d'argent sur le compte, je vire tout ce que je peux et ok. j'investis tout ce que je peux en DCA avec un truc qui est, tu sais, qui est fait Hmm. automatiquement sur Trading 212. Mais au niveau virement automatique, je suis pas encore assez rigoureux là-dessus. Il faudrait que je me penche là-dessus. Ok, ouais, très bien. Bah après, c'est pas là enfin là où tu mets toute ton attention. Tu mets ton attention sur les cryptos, Non, donc c'est pas du tout mon forcément. focus, donc ouais, c'est Ouais. Mais voilà, c'était marrant de savoir si tu le faisais ou pas et comment tu gérais ça. yes. Euh, ok, mais toi, du coup, donc ta spécialité, c'est, bah voilà, enfin, en gros, tu as fait grossir ton patrimoine en crypto, mais toi, ce qui t'intéresse, c'est surtout le rendement. Et du coup, donc, vas-y, explique-nous un petit peu comment est-ce que toi, tu tires des revenus de la partie crypto, justement, de ce que tu as, quoi. Yes. Du coup, là, en fait, j'ai fait une vidéo où j'ai partagé un peu mon portefeuille crypto. Donc là, je vais pas rentrer dans vraiment les détails, mais globalement, on va dire que ça ressemblait à l'époque, en tout cas en janvier 2022, à peu près à ça, et ça ressemble toujours à peu près à ça. C'est-à-dire que j'ai 50% en stablecoin et l'autre moitié qui est en crypto-monnaie. Euh, voilà, différentes stratégies. Je vais pas rentrer forcément dans les détails, mais là, tu as parlé du coup de rendement. Et donc, en Mm. fait, moi, ce que j'utilise, c'est la finance décentralisée pour réaliser des rendements majoritairement en fait sur des stablecoins, aussi sur mes crypto-monnaies volatiles, mais un peu moins, parce que sur des stablecoins, donc des crypto-monnaies stables qui sont adossées au dollar en général, il y a un peu d'euros, mais c'est surtout du dollar, et ben en fait, on peut avoir des rendements qui sont assez gros. Et du coup, ma stratégie là-dessus, en fait, c'était globalement de tirer des revenus passifs de ces rendements, donc de mes stablecoins, pour pouvoir les réinvestir dans mes convictions long terme autour du monde de la crypto. Et en cas de bear market, en cas de grosse chute, en cas de crack, vous pouvez le choisir le mot, et ben en fait, je sors un peu de mes stablecoins et je réinvestis moi-même directement dans mes convictions long terme. Mm. Sous forme, là, je fais sous forme d'un DCA, mais je ferai de l'achat d'un coup, du lump sum, directement si, à mon sens, on est sur des prix qui sont en panique totale sur le monde des cryptos. Mais voilà, c'est un peu ça la stratégie. J'ai gagné un peu d'argent grâce au marché haussier. J'ai pris mes profits beaucoup en stablecoin et ces stablecoins me génèrent des revenus passifs qui sont intéressants aujourd'hui. Ok, ouais, donc là c'est très très clair. Et donc en fait, quand tu fais ça, quand tu parles de finances décentralisées, le principe c'est quoi? C'est en gros, tu vas prêter ton argent et les gens peuvent l'emprunter. Donc ça, c'est un des piliers de la finance décentralisée. Ouais, Euh, et en gros, donc on a différents termes. On va avoir le stacking, le lending et le farming. Comment est-ce que tu peux expliquer un petit peu et différencier ces trois termes? Genre pour ouais. quelqu'un qui vraiment n'y connaît absolument rien et qui, on va dire qu'il y a juste des bases, par exemple en bourse ou en banque classique. Enfin voilà, petite connaissance en finance. Ouais, ok, pas de problème. Du coup, en fait, déjà la finance décentralisée, il faut expliquer en quoi c'est différent de la finance centralisée. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si vous voulez acheter des cryptos, vous allez créer un compte Coinbase, Binance, ce genre de choses, et vous allez, par exemple, aller acheter de l'Ethereum, faire un virement d'euros, et acheter de l'Ethereum avec vos euros. Là, ce que vous faites, c'est pas de la finance décentralisée, puisque vous êtes sur un échangeur, un endroit où vous pouvez échanger, qui est centralisé. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme un courtier classique, Boursorama, etc. Et donc, à partir de là, la finance décentralisée, il va vous faire sortir des échangeurs et va vous faire arriver sur votre propre portefeuille qui ne sera pas géré par une entreprise tierce du style Binance, Coinbase, etc. Et donc, en fait, c'est ça la finance décentralisée. C'est comme ça qu'on peut faire des rendements qui sont intéressants parce que, du coup, comme tu l'as dit, on peut prêter, faire du lending, farming et stacking. Donc, on va faire un peu la différence entre ces trois choses. Euh, ah, c'est pas ici. C'est pas ici. Hop, Après, tu peux nous dire si tu avais des choses avant. voilà.
Mec, C'est vas-y. ici. Donc en fait, il y a deux grandes différences parce qu'en fait, le lending, ça fait partie du farming en fait. Donc il y a deux grandes catégories. Le stacking, c'est quoi? C'est devenir validateur d'une blockchain. Donc qu'est-ce que c'est que ce charabia? C'est globalement permettre la validation des transactions d'une blockchain. Et donc, vous le savez peut-être, mais les blockchains, il y a deux grandes technologies qui les font fonctionner. Le premier, c'est le proof of work. Donc, c'est les gens qui minent, qui mettent à disposition de la puissance de calcul avec des ordinateurs très puissants, etc. Ça coûte beaucoup d'électricité, c'est compliqué, c'est chiant, il y a un investissement de base, etc. Donc ça, c'est pas bon pour l'environnement, voilà. Et ça, c'est la première partie qui est le proof of work, et la seconde partie, c'est le proof of stake, et c'est la majorité des crypto-monnaies modernes fonctionnent de cette manière-là. Comment on peut en fait valider les transactions en faisant du proof of stake? En déléguant nos jetons, donc en mettant nos jetons dans une sorte de coffre, et dans ce coffre, bah, on va gagner un petit rendement sur nos jetons. Et donc, par exemple, si vous avez un Ethereum, vous le mettez dans ce coffre-là, vous le fermez ce coffre pour 2 ans, 3 ans, et puis vous allez gagner 8%, 8% par an sur vos Ethereum directement payés du coup en Ethereum. Et donc en fait, le stacking, c'est ça, et ça fonctionne que sur les crypto-monnaies qui sont des blockchains. Euh, Parce que du coup, en fait, c'est un processus de validation de transactions. Du coup, ça fonctionne que sur des crypto-monnaies qui sont des blockchains. Et du coup, ça fonctionne pas sur toutes les crypto-monnaies. Du coup, je peux te donner un exemple, par exemple, mais dis-moi une crypto-monnaie que tu connais, Une crypto donc qui n'est pas une mais pas une blockchain. blockchain. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, c'est une très bonne question. On va prendre par exemple, je sais pas, le Litecoin par exemple. Je sais pas si c'est une blockchain. J'ai un doute. Le Litecoin, c'est du proof of work, donc finalement, en fait, on peut pas le stacker du coup. C'est un bon Ok. exemple que tu as donné, je peux en donner un autre, mais par exemple, le Uni, c'est une crypto-monnaie qui en fait vient d'un projet qui s'est construit sur Ethereum. C'est une application en fait, Uni. C'est Uniswap, ça s'est construit sur Ethereum, c'est comme une application, voilà. Et donc en fait, ce projet n'est pas une blockchain, donc en fait, on n'a pas besoin de valider les transactions, on n'a pas besoin de faire de staking. Donc il n'y aura pas de stacking là-dessus. Et donc en fait, c'est bien à bien différencier, puisque finalement, sur des stablecoins, c'était la réponse que j'attendais que tu donnes. Mhm. Ce ne sont pas des blockchains, les stablecoins, ce sont simplement des cryptos qui sont adossés au dollar. Et donc, en fait, on ne peut pas faire de stacking puisqu'il n'y a rien à valider en termes de transactions, en termes Mhm. technologiques, tu vois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, les stablecoins, c'est simplement des jetons sur la blockchain Ethereum. Et donc, voilà comment ça fonctionne. Et du coup, maintenant, dans l'autre côté, le farming, c'est ce que tu as dit au début. C'est prêter à des gens directement sur la blockchain sans intermédiaire. C'est donner, enfin, mettre à profit de la liquidité pour permettre les échanges. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je veux échanger des Ethereum contre des euros, bah, il me faut des euros en face. Tu Mhm. vois? Mhm. Et sur la finance décentralisée, il n'y a pas d'entreprise qui va fournir des euros et qui va assurer tout ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'entreprise. C'est la finance décentralisée. Et donc, en fait, on met à profit la communauté. On leur dit, OK, bon, les mecs, venez, mettez des Ethereum, mettez un peu d'euros. Comme ça, tout le monde peut faire ses échanges sans problème. Et bah, on va vous donner un peu de rendement avec ces Ethereum et ces euros. Comme ça, en fait, on vous donne des récompenses à venir. Parce que sinon, vous ne viendrez pas et vous ne mettrez pas vos Ethereum et vos euros. Mhm. Et donc, Et en fait, ça fait fournir de la liquidité. ces rendements-là, ils sont pris du coup sur les commissions entre guillemets de frais de change entre guillemets. Voilà, voilà. En gros, globalement, c'est ça. On prend le frais de transaction, c'est 0,1%, et donc il y a une bonne partie qui est reversée au fournisseur de liquidité. C'est celui qui fait Ok. le travail de fournir la liquidité. Et du coup, tu peux aussi prêter des crypto-monnaies et emprunter et faire tout un tas de choses de ce type-là. Ok, d'accord. Et du coup, le landing dans ces deux, enfin entre ces deux termes-là, c'est quoi exactement? Est-ce Le que lending, c'est prêter en anglais, et du coup, en ok, fait, ça fait partie du farming. Dans le farming, j'inclus prêter, et j'inclus aussi fournir de la liquidité. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Farming, c'est tout ce qui va concerner la d'accord. finance décentralisée et qui va être en fait directement sur une blockchain avec des stablecoins, par exemple. Donc, c'est vraiment prêter et fournir de la liquidité, ça va à l'intérieur du farming. D'accord, ok. Et donc là, c'est quand même des termes qui sont assez techniques. Et donc ça, c'est des termes qu'on va retrouver quand même sur ce que tu appelles donc la CeFi, non, pardon, la DeFi, la Decentralized Finance. Yes. Et donc, on a à l'opposé la CeFi, Centralized Finance. Pourquoi est-ce que, par exemple, quelqu'un choisirait plus la DeFi plutôt que la CeFi? Et quels sont les avantages et inconvénients des deux côtés? Euh, Mais alors, en fait,
Aujourd'hui, vous le savez peut-être, mais on propose en fait des rendements. Il y a des plateformes qui vont vous proposer des rendements sur des euros, des dollars, etc. Donc je parle notamment de Nexo, de Celsius, de Crypto.com aussi peut-être. Voilà, ces plateformes vont vous proposer des rendements. Maintenant, l'avantage de passer directement sur la finance décentralisée, c'est d'avoir des rendements plus élevés, puisque forcément, ces plateformes, elles vont chercher où les rendements? Et ben, elles vont les chercher sur la finance décentralisée. Du Mhm. coup, bon, clairement, vous prenez les mêmes risques et vous avez une personne qui est entre vous, qui prend un petit pourcentage. Là, je vous ai mis un exemple de moi, ce que j'arrive à voir en ce moment sur la finance décentralisée, en sachant où aller, en cherchant un peu, etc. Euh, Jusqu'à par rapport à ce que propose Nexo aujourd'hui. Nexo, donc c'est la plateforme la plateforme donc, de lending de crypto-monnaie qui est de la CeFi, donc qui est une Mhm. entreprise centralisée, etc. Et donc, en fait, ça, c'est le premier avantage. Mais le second avantage, c'est que d'un point de vue sécurité, en fait, on retire un intermédiaire, donc on retire une possibilité de hack, et donc, en fait, il y a plus de sécurité. Euh, Ça dépend comment vous avez sécurisé vos propres cryptos à l'intérieur de votre portefeuille. Mais à mon sens, en tout cas, ça c'est mon avis là-dessus, hein, mais il y a plus de sécurité à passer par vous que par Mhm. un organisme tiers. Puisque l'organisme tiers, à chaque couche, il y a une Mhm. possibilité de hack et une baisse, enfin plus de risques. À chaque couche qu'on rajoute, à chaque intermédiaire. Et donc, Ok. l'objectif, c'est d'aller directement à la source. On avait parlé d'un truc, c'est que en gros, quand tu faisais du coup, du farming et que tu fournissais de la liquidité, je crois qu'il fallait donc fournir à la fois, par exemple, si tu veux faire du farming, par exemple USDT, je sais pas, une autre crypto, en gros, il fallait que tu fournisses les deux crypto-monnaies, c'est ça? Voilà. Alors que par exemple sur Nexo, on doit juste fournir que des USDT ou que une stablecoin. Euh, Comment t'expliques techniquement cette différence? Parce que ça m'a l'air d'être. Bah, du coup, il y a une différence comme ça. Donc, en gros, comment est-ce que tu expliques Bah, cette différence-là? tout à l'heure, j'ai parlé de pool de liquidité. Pardon, j'ai pas dit le mot pool de liquidité, mais j'ai dit fournir de la liquidité. Et donc, en fait, fournir de la liquidité, c'est permettre les échanges. Du coup, pour permettre les échanges, il va falloir que tu amènes deux cryptos à 50-50 en général. Mhm. Donc, par exemple, si toi, tu veux faire uniquement des stablecoins, des crypto-monnaies qui sont stables, du dollar, en gros, et ben, tu vas ramener en fait deux stablecoins qui vont être différentes, par exemple USDC et BUSD. Mhm. Ces deux stablecoins-là, elles sont différentes. Et donc, à partir de là, en fait, tu as tous les deux, c'est du dollar les deux, mais en gros, s'il y a des gens qui veulent faire des échanges entre les deux, il faut que la pool de liquidité, donc l'endroit où tu vas mettre tout l'argent, soit à peu près égal, pour Mhm. que, en fait, bah, que les échanges se passent de manière fluide en fait. Et du coup, en général, oui, quand tu investis, bah, tu investis avec plusieurs cryptos. Et eux, pourquoi eux ils le font avec une seule crypto? Parce que eux, ils ont des montants de liquidité élevés pour pouvoir faire la balance. Ou justement, par exemple, toi, tu vas leur donner des BUSD, bah, ils vont vendre la moitié en USDC, par exemple. Donc, c'est deux crypto-monnaies stables. Mhm. Ils vont vendre la moitié et ils vont faire ce que je t'ai dit. Donc, c'est un intermédiaire. Ça te donne ça peut te faire gagner du temps. Mais aujourd'hui, à mon avis, enfin, ça reste mon avis, bien sûr, je suis dans la crypto, etc. Mais c'est beaucoup moins intéressant pour plusieurs raisons, pour le rendement, pour le risque, et aussi pour une autre raison. Je sais pas si elle est juste derrière, voilà. Une autre raison, c'est les airdrops, je t'en ai parlé tout à l'heure en off. Mais les airdrops, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un envoi d'argent euh, par des entreprises, enfin des associations décentralisées. Donc ouais, comme des entreprises qui créent des applications sur la blockchain, elles vont chercher, parce que c'est la philosophie qu'elles ont, à décentraliser leur gouvernance, c'est-à-dire à décentraliser leurs jetons, à envoyer des jetons à un peu tout le monde, à tous les utilisateurs de leur application. Et donc à partir de là, si tu es un utilisateur de leur application, tu peux recevoir des montants de crypto, de leur crypto qui vient de se créer en gros. C'est ça. Et par exemple, récemment, donc c'était en novembre, il y a eu un airdrop de Paraswap, qui est une application en plus française, qui permet de faire des échanges, et qui a airdrop environ à 20 000 personnes, qui airdrop environ 10 000 dollars à 20 000 personnes. Ça fait quand même pas mal d'argent. Et à titre personnel, j'en ai reçu deux, sur deux wallets différents. Et donc à partir de là, ça peut être très très intéressant, rien que pour toucher un peu le futur des doigts et pour voir ce qui s'y passe. Et parce qu'en fait, la curiosité en crypto est récompensée par ce genre de choses. Mhm. Euh, Donc là, on est d'accord que les efforts que tu as dû faire pour avoir ce airdrop, c'était quoi? C'était du coup être sur le réseau, faire des échanges juste, enfin,
et c'est tout? Ou tu avais d'autres choses? Est-ce qu'il fallait que Voilà, tu en fait, participes? c'est Est-ce tout. que tu t'inscris sur un site? Qu'est-ce que techniquement tu avais à faire comme action? Ok. Donc en gros, concrètement, quand tu utilises une application décentralisée, il n'y a pas d'inscription, il n'y a rien. Ouais. Tu connectes ton portefeuille et voilà, c'est fini. Et donc à partir de là, tu peux utiliser leur service. Et là, ce que fait Paraswap, je peux faire une, une démonstration, hein, si tu veux, mais en gros, c'est simplement, ils vont permettre un échange, de faire des échanges comme Binance, mais juste de manière décentralisée. Et du coup, en fait, je faisais des échanges. Par exemple, tu vois, si j'arrive avec 10 000 USDC et que je veux mettre dans une pool mes 10 000 USDC je veux fournir de la liquidité entre USDC et BUSD, Mmh. euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'échange 5 000 dollars pour passer en BUSD, pour que ce soit 5 000 de USDC, 5 000 Ouais. de BUSD, tu vois. Et du coup, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser Paraswap et je vais faire ce changement-là. Et Paraswap, en fait, a l'avantage d'avoir zéro frais, quasiment. Parce qu'ils optimisent, c'est très très compliqué comme produit enfin, en interne. Nous, c'est super facile, mais ils optimisent tout ça. Et en fait, ils permettent d'avoir vraiment zéro frais, beaucoup moins que sur Binance, etc. Et du coup, en fait, tu swaps de 5000 à 5002. Des fois, tu gagnes de l'argent même quand tu fais l'échange. Pardon, j'ai dit le mot swap, ça veut dire juste faire un échange. Mmh. Et du coup, bah, tu fais cet échange-là, et puis après, tu fournis ton argent dans la pool de liquidité, et puis tu fais ça, je sais pas, une ou deux fois par mois, etc. J'ai fait ça, moi j'utilisais depuis mai, et en novembre, ils ont fait un airdrop, et puis voilà, je l'ai eu sur deux wallets parce que je l'utilisais assez régulièrement. Donc OK. c'est de la chance, mais en fait, tout le monde savait qu'il allait arriver, et puis la curiosité a été récompensée, tu vois. Donc en fait, il y a des primes à l'arrivée en finance décentralisée. C'est-à-dire que si vous allez tester et vous êtes curieux, en fait, vous allez être récompensé par ce type de choses. Je dis pas que ça arrive tout le temps, hein. Ça m'est arrivé 3 4 fois en 3 ans. C'est le plus gros que j'ai eu, hein, celui-là. Mais 3 4 fois en 3 ans, Ouais, ça faut quand peut, même ça beaucoup peut vous permettre participer de quand même. construire Faut des... Ouais, voilà, faut quand même être assez actif quand même et faut pas mal participer pour, avoir ces chances-là, mais ça peut arriver et ça arrive donc ça arrive pas qu'aux autres, quoi. Donc Clairement, enfin, ça arrive. Si vous êtes actif et que vous suivez, bah, par exemple, moi, j'ai plusieurs fois parlé de ça, de dire aux gens, bah, allez tester, juste tester, mmh, parce que ils vont faire un airdrop à un moment. Tout le monde disait, ils vont faire un airdrop, les mecs, allez tester, allez tester. Et puis il y a des gens qui ont fait 5 échanges comme ça. Ils ont pris 30 minutes, ils ont fait 5 échanges, ils ont reçu 10 000 dollars. Tu vois. Donc ouais, je la curiosité, enfin, c'est assez lunaire. Quand j'ai dit ça à mon père, il m'a dit, mais ouais. quoi? Ouais, c'est bon comme ça. OK, donc ça, c'était tes 3 avantages, du coup, de la DeFi. Et du coup, un truc qu'on voit, du coup, sur la CeFi qu'on voit pas, du coup, sur la DeFi et je pense que la réponse va être assez logique. Mais, par exemple, sur la CeFi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de rendements qui vont être, entre guillemets, «garantis». Par exemple, je reprends l'exemple de Nexo, mais eux, du coup, disent, bah, voilà, je sais pas, l'USDT ou je sais plus quel stablecoin, c'est X pourcentage et c'est pas plus, c'est pas moins. Alors que sur la DeFi, de ce que j'ai cru comprendre, en gros, c'est que c'est un pourcentage qui peut varier jour après jour et qui peut soit varier à la hausse, ça arrive assez rarement. En général, ça démarre très très haut et puis ça va venir se diminuer au fur et à mesure. Et du coup, comment dire, là, ça c'est entre guillemets un truc qui fait qu'on doit être actif dans la crypto pour pouvoir voir ah ben tiens, mon rendement a diminué, il faut peut-être que je change de plateforme ou peut-être que je change d'autres cryptos, etc. Déjà, comment est-ce que ça se fait que on ait des rendements presque, enfin, je sais pas si on peut dire garantis, parce que je sais pas s'ils le garantissent réellement. En tout Ils le cas, des garantissent pas. rendements qui vont être, enfin, ils garantissent pas. Je dis, je le garantis pas. C'est ça, ils affichent le rendement même si du coup ils bougent pas du tout. Oui, il va Alors que bouger sur les d'ici un DeFi, mois. En gros, juste il varie, mais à une échelle supérieure, en fait, c'est tout. ouais, c'est ça. En fait, c'est que eux, du coup, enfin, ils vont par exemple garantir, je sais pas, 12% de rendement, alors que les rendements que eux vont faire derrière, il va vachement fluctuer. Mais Mm. comme ils ont la marge entre les Voilà. deux, ça fait que eux, ils vont pas bouger leur rendement en dessous au niveau de leurs clients, quoi. Bah, tu vois, là, bon, je suis pas sûr qu'ils utilisent la même plateforme que moi, Nexo, mais s'ils garantissent, déjà, c'est jusqu'à 12%. Et pour avoir le jusqu'à, il faut avoir C'est de leur l'excellent. Ouais. crypto, etc., hein. Donc c'est 8-9, enfin, je connais pas la plateforme, mais ça doit être 8-9 ou 10 peut-être. Euh, et du coup, oui, ça veut dire qu'ils font au moins 15%. Et en fait, quand on a des grosses baisses sur les rendements, eux, ils vont baisser les rendements derrière, hein. Donc, il y Mhm. a rien de garanti.
Mais juste, l'échelle de temps va être différente parce que eux, il faut qu'ils s'adaptent, etc. Mais oui, il y a pas d'argent magique, donc eux, ils font avec les rendements de la DeFi. Ok, ok. Et après, on n'en a pas parlé. Bon, là, c'est un terme assez technique, mais on a un concept qui s'appelle l'impermanent loss. Rapidement, est-ce que tu peux genre le résumer un petit grosso modo Ouais. ce que C'est c'est assez technique, mais en gros, globalement, c'est se dire que lorsque vous allez avoir des gros changements en termes de prix, dans une pool de liquidité, dans un endroit où vous allez déposer tout cet argent pour permettre les échanges, et ben en fait la pool va se déséquilibrer. Donc c'est-à-dire que un actif que vous aurez déposé, il va y en avoir plus que l'autre actif. Parce que les gros changements en termes de prix font qu'il y a beaucoup plus d'achats ou beaucoup plus de ventes, tu vois. Mm. Et donc à partir de là, si par exemple l'Ethereum explose, et que vous avez mis votre argent dans une pool de liquidité Ethereum USDC, donc Ethereum contre une stablecoin, et ben en fait vous allez avoir plus d'USDC dans votre pool parce qu'il y a plus de gens qui veulent acheter de l'Ethereum. Et donc vous allez recevoir plus d'USDC. Donc c'est un peu l'idée. Mais en général, ça reste un 50-50, mais en gros, ça se calcule. C'est assez. Enfin, il y a des calculateurs, etc. Et Ça a l'air c'est compliqué. inclus dans le APY de le rendement qui est affiché sur les plateformes que tu utilises ou... Il faut le prendre en compte. Il faut le prendre en compte, mais si tu as compris l'explication que je viens de dire, en fait, il n'y a pas d'impermanent loss sur des stablecoins, puisque Hmm. en fait, il n'y a pas de changement de prix, il n'y a pas de fort Ah changement de oui, prix sur des si tu fais stablecoins. USDT, BUSD par exemple. Comment? Tu veux dire quand tu fais USDT, BUSD? Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bah du coup, Alors que si tu imagine, fais tu par as plein exemple Bitcoin, d'USDT et pas beaucoup de BUSD, bah on s'en fout, c'est $1 oui, des deux côtés, tu vois. Alors que d'accord. si tu as plein d'Ethereum et pas beaucoup d'USDC et que l'Ethereum il plonge, et bah là Ouais, du coup, bah, en fait, tu perds de l'argent. Et c'est ça d'accord. l'empowerment. Et donc, Je peux pas trop rentrer dans les détails, c'est un peu technique, ouais, mais en gros c'est ça, et ça se calcule, et c'est des formules mathématiques, et puis t'as des sites pour dire, pour le voilà, calculer. Hmm. pour calculer, quoi. C'est Et assez toi, simple. ok. Et toi, à Comment? titre personnel, du coup, tu fais que des stablecoins quand tu fais du farming ou tu fais aussi autre chose Quasiment tout le temps, je fais quasiment que des stablecoins parce que D'accord. cette impermanent loss là peut Avoir te un gros faire perdre impact. soit en coût d'opportunité, c'est-à-dire tu perds en fait des Ethereum Hmm. et l'Ethereum il monte après, t'as un peu la rage, soit à l'inverse, et bah, tu perds parce que en fait voilà, l'Ethereum plonge D'accord. et t'as plus d'Ethereum. Enfin, tu vois l'idée. Euh, Ok. mais ça, Ok, c'est des donc, choses que je fais rarement parce que c'est un peu compliqué, il faut suivre, etc. Je le fais de temps en temps si les APR, donc les rendements, sont très élevés, à 1000% sur des crypto-monnaies que j'ai. Ça fait beaucoup de rendement. Ah, en général, au-dessus de 1% par jour, ce qui arrive très rarement, je le fais. Mais d'accord. Après, je tu le le fais fais ouais, peut-être rarement. quelques semaines. Après, ça va peut-être diminuer au fur et à mesure que les gens viennent sur Voilà. l'opportunité. Donc, c'est juste. Par exemple, il y a eu des grosses opportunités à un moment sur une crypto que tu avais, je crois, EGLD, c'était? Ouais, j'en ai vu un petit moment, mais j'ai pas eu Mm. Enfin, j'étais pas dans cette phase-là, quoi. Pendant 2 semaines, il y avait des rendements à, je sais pas, 1500% ou 2000%. Hmm. Et du coup, moi, j'ai mis tous mes trucs parce que 1500% ou 2000%, c'est incroyable. Ouais. Et, euh, et du coup, voilà. Mais la question, en fait, qu'il faut se poser derrière, c'est d'où viennent ces rendements. Donc, on pourra en discuter. Ok, très bien. Et du coup, donc, toi qui as maintenant, genre, donc, ça fait quoi, 3... Non, attends, tu m'as dit en 2017, donc ça va faire quasiment 5 ans que tu es dans la crypto, Mm. c'est ça. C'est quoi pour toi les plus grosses erreurs que tu as faites et les plus grosses erreurs que la plupart des gens font dans la crypto et qu'il faudrait éviter de faire, quoi. Ok. Je pense que la première grosse erreur, c'est de regarder et de pas en acheter. C'est un peu l'erreur que pas mal de gens font et que j'ai fait. Après, bon, il va y avoir différentes mouvances sur ce que je vais dire juste après, mais c'est de pas en Mhm. acheter assez. Euh, Et ça, donc toi, tu serais du style à te dire, enfin, si vous deviez en acheter, ce serait le top 2 top 3 Bitcoin, Ethereum, enfin voilà, quoi, classique, Euh, basique. c'est ce que je me dis pour la majorité des gens. Par exemple, moi, pour mon père, ce que je fais, c'est que je dis, bon, le top 20, tu restes dans le top 20, le reste ne Mm. va pas chercher, ne va vraiment pas chercher. Et puis, si vraiment vous y comprenez rien, mais vous avez quand même un peu envie de vous y exposer, Bitcoin et Ethereum, cela suffit amplement. Ok, Certes, l'upside sera moins élevé qu'il y a quelques années, forcément, mais le risque est moins élevé aussi, c'est le jeu. ok. Donc ça, c'est pour toi, genre, la plus grosse erreur, c'est de ne pas en avoir. Est-ce que tu en aurais d'autres erreurs, genre, liées par exemple à comment est-ce que tu sécurises tes Ouais. cryptos, des trucs comme ça?
Oui, j'ai fait comme je te l'avais dit juste avant en off, une fois je me suis fait hacker un petit portefeuille, j'avais mal géré en fait ma sécurisation, et donc en fait des erreurs qui étaient vraiment stupides. Là, quand je me regarde, de l'époque, c'était vraiment trop con. Mais voilà, j'ai perdu 400 $ sur un wallet comme ça. Heureusement, c'était 400 $, même Mm. si c'est quand même une somme, hein, mais voilà, c'était pas l'entièreté de mon portefeuille. Mais ça peut piquer un peu, et je vois très souvent des gens, enfin très souvent des gens qui font des erreurs. En fait, c'est juste de la non-rigueur, tu vois. Mm. Ils sont pas rigoureux, et juste ils prennent pas les 15 minutes nécessaires pour faire la sécurité. Et du coup, ils se font hacker des fois 10 000 $, des fois 20 000 $, etc. Donc, ça pique. Ça pique. Et ça, s'il y a bien une erreur à pas faire, c'est ça. La Ok. première, du coup, c'est s'y exposer, et la deuxième, c'est bien les sécuriser. Que je Et te l'avais dit juste juste pour qu'on avant. comprenne, genre l'erreur que tu as faite en l'occurrence, c'était quoi? C'était genre par exemple, t'avais pas, genre, t'avais mis ta clé privée, je sais pas, dans un bloc-notes et quelqu'un a C'est réussi ça. à trouver ton bloc-notes. C'est ça, c'est ça? C'est ça, en gros, j'avais pris en photo la clé privée. Ouais. Et, je l'avais laissé sur un truc, sur un ancien PC, et puis j'ai vendu le PC, tu vois. J'ai Ah, vendu le d'accord. PC, et le mec il l'a trouvé, J'ai il a cherché. réussi à choper les trucs. Mais Ok. tu vois, quand tu y repenses, une clé privée, c'est quoi? C'est le moyen d'accéder à ton portefeuille. C'est la clé pour accéder à ton portefeuille. Quand Ouais. tu y repenses, en gros, je lui ai donné la clé de Ouais. mon portefeuille sur un plateau, tu vois. C'est Ouais. complètement con. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, Mais après, c'est vrai que c'est une très bonne question. C'est comment est-ce que, enfin, est-ce que tu as des pistes? Parce que je sais que forcément, tu vas pas révéler toi où est-ce que tu as mis ta clé, tu mets tes clés privées, mais est-ce que tu as des pistes de où est-ce que tu les mets, où est-ce que tu pourrais les mettre euh, hmm, pour sécuriser ton portefeuille? Parce que c'est un truc tout con, mais tu vois, à chaque fois qu'on crée un portefeuille, il nous donne je crois que c'est 14 mots, un truc comme ça. ouais. Et donc, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu les mets sur un dashline dans ton gestionnaire de mots de passe? Est-ce que tu les mets réellement sur un bout de papier chez toi dans ton Tout portefeuille? papier. Papier? Toi, tu fais papier réellement? Ça dépend de ce que tu comptes mettre dedans, tu vois. Si moi j'ai des choses, tu vois, c'est juste des trucs pour tester, c'est pour par exemple essayer des trucs pour des airdrops ou des choses comme Ouais. ça avec 100 200 $, je vais pas mettre sur un bout de papier. Mm. Mais si c'est mon portefeuille principal ou mes deux trois autres portefeuilles, c'est bout de papier, et puis à C'est bien l'ancienne, et caché. puis oui, c'est bien caché, ouais. D'accord. Et t'as pas peur de les perdre, ces papiers-là et tout ça? Parce que du coup, tu peux perdre après vraiment En fait, il y a l'accès. plein de choses que tu peux faire en termes de sécurité. C'est assez simple à mettre en place, hein. Ok. C'est juste du bon sens, du style, en fait, tu fais deux copies, tu le mets, je sais pas, chez ta grand-mère, chez ton petit cousin, voilà, et tu fais deux copies. Il y a ce genre de choses qui peut se faire. Sinon, Mm. tu peux le mettre toujours sur un backup caché. Enfin, tu peux faire trois, quatre backups. Voilà, c'est des Mm. choses qui sont un peu basiques là-dessus. En fait. En gros, moi, au début, je m'inquiétais là-dessus, mais j'ai jamais eu de problème en fait. Dès que je l'ai bien fait, j'ai jamais eu de problème. D'accord. Et t'es jamais passé par un outil, je sais que Asher s'était fait agresser il y a pas longtemps pour justement, enfin, on voulait lui voler ses crypto-monnaies. Et du coup, lui, il a mis en place un système de validation par pair, enfin, d'autres gens qui devaient Hmm. valider le fait qu'il retire de l'argent, etc. Est-ce que tu as jamais mis en place des outils comme ça, enfin, des outils autres que juste noter C'est tes 14 possible mots? de mettre en place ça. Maintenant, je suis pas au niveau de visibilité de Asher, et j'ai pas le portefeuille de Asher non plus. Ouais. Et j'ai pas des millions sur mon portefeuille, donc je suis pas encore une cible, tu vois. Donc non, j'ai pas forcément encore mis ça, en tout cas. Enfin, c'est en cours, mais voilà, ça, c'est des choses de haut niveau, qui, quand tu as quelques dizaines, centaines de milliers de dollars, qui sont pas forcément des plus utiles, surtout quand t'es pas exposé. C'est-à-dire que Asher, il a 400, 500 000 abonnés, et il dit Ouais. à tout le monde qu'il a des millions. Enfin, il le dit pas en général, mais il l'avait dit dans un live. Forcément, tu vois, je dis pas tu Oui, il y a la cherches, part du gain qui est énorme, mais quoi. en gros, tu t'exposes, tu prends des risques. Maintenant, si personne te connaît, et que tu fais pas de contenu sur Internet, et que t'as pas 400 000 abonnés, et que t'as pas non plus des dizaines de millions, tu vois, en général, enfin, j'ai aucun exemple de. Ok, ok. Non, mais c'était pour savoir comment toi tu gérais ta sécurité, parce que c'est vrai que c'était une question que moi perso je me suis posée en me disant bah, est-ce que, enfin par exemple j'ai acheté un Ledger récemment, bah, j'ai mis une crypto sur le Ledger, mais je me dis est-ce que finalement juste les laisser par exemple sur je sais pas, un autre wallet sans qui n'est pas physique quoi, est-ce que finalement Hmm. c'est pas plus facile? Bon voilà, du coup
cette petite question. Et du coup, donc, on en revient un petit peu au début. Donc, toi, tu fais des vidéos sur YouTube en parlant des cryptos, etc. Et ça fait, je crois, quasiment plus d'un an maintenant que tu as lancé ta formation qui s'appelle Finance Underground. Yes. Et donc, voilà, en gros, en quoi ça consiste. En gros, c'est si tu peux, enfin, si on peut résumer rapidement, tu vas me dire si c'est ça. Mais en gros, c'est vraiment l'objectif, c'est de prendre les gens qui font de la crypto et de leur ramener un très bon rendement. Donc, justement, via le farming. Après, il y a peut-être d'autres choses pour maximiser les gains sur la crypto, j'imagine. Voilà, En en quoi gros, consiste cette globalement, formation? la formation, ça fait moins d'un an que je l'ai lancée, mais la formation, elle sert à quoi aujourd'hui? Elle sert à, elle sert, donc ça, c'est un truc que j'utilise du coup sur ma page de vente, mais elle sert en fait à t'emmener dans un monde de la crypto que tu vois pas forcément sur YouTube, dans le sens où, en général, la crypto que tu vois sur YouTube, c'est beaucoup de trading, beaucoup de graphes, beaucoup d'analyses tous les jours, comme ça, tous les jours, tac, 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 on regarde le biseau descendant en weekly, je sais pas quoi. Tu vois, c'est beaucoup de On ça. va tracer des lignes, etc. Ouais. Voilà, on va faire un peu de géométrie. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je suis pas du tout dans tous ces trucs qui sont un peu stressants. Je suis simplement dans dire, ok, je vais te prendre des échangeurs centralisés, je vais t'emmener dans la finance décentralisée, je vais te montrer comment ça fonctionne, et je vais te montrer qu'en fait, finalement, c'est, à mon sens, hein, c'est quand même plus performant, plus simple et plus drôle que faire tracer des courbes sur des lignes et regarder des graphes H24. À mon sens, c'est quand même plus intéressant. Et Mhm. c'est complètement passif. Euh, Dans le sens où certes il faut un peu suivre une fois toutes les 2 semaines, une fois toutes les 3 semaines. Moi je change d'endroit une fois toutes les 2 3 semaines. Enfin, je vérifie mes endroits où je pose mes cryptos une fois toutes les 2 3 semaines pour voir à peu près Tes rendements, ouais. les rendements s'ils ont bougé. En général, ils bougent pas trop, donc je reste peut-être 2 mois, tu vois, à chaque fois dans les Mhm. poules. Et du coup, voilà, je regarde ça, et puis une fois toutes les semaines, ou une fois toutes les 2 semaines, je vais récupérer mes gains et je vais en faire ce que je veux. Je vais en faire ce que je veux, je vais pouvoir. Tu peux acheter des trucs avec la crypto, mais tu peux aussi voilà, réinvestir dans la crypto. Et du coup, moi, je vous ai dit, c'est ce que je fais. Du coup, voilà, c'était un peu ça le but de cette formation, c'est vraiment de t'amener tout ce que tu vois un peu sur YouTube et ce qui est le plus mis en avant vers quelque chose qui est en fait le vrai intérêt de la crypto, c'est-à-dire la finance décentralisée à mon sens. D'accord, ok. Donc là, cette formation-là, bah écoute, donc ça fait quoi? C'est une formation de quelques heures qui explique aux gens bah, comment gagner un rendement. Donc c'est comme tu as dit, soit tu le sors ce rendement-là pour en vivre avec, mais bon, je pense qu'il faut quand même voilà, avoir un petit peu de capital pour en vivre. Ou comme tu dis, au tout début, c'est de faire l'idée, c'est de réinvestir dans l'univers de la crypto. Ce que toi tu fais finalement, c'est que tu remets en rachetant des cryptos. Donc toi, justement, Ouais. toi, tu ne sors pas cet argent-là Non. de tes Bah, comptes. premièrement, la première raison, c'est que ça incombe un petit impôt de Oh, bah 30%. Hein. oui. En plus, c'est Oui. une plus-value. Hein. Donc forcément, je ne le sors pas. Et puis, je suis jeune. Et du coup, je crée, tu vois, cette boule de neige pour créer des intérêts composés. Mhm. Et puis, j'en ai pas besoin non plus. D'accord. Donc finalement, moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Bon, vous pouvez calculer, avec des rendements de ce type-là, on peut très très vite arriver à des sommes qui sont assez élevées par mois, selon votre capital, bien sûr. Euh, et du coup, à partir de là, oui, il y en a qui avec 50 000, 100 000 dollars, arrivent à vivre en fait de ça. Maintenant, D'accord. c'est pas amené à rester sur les 10 prochaines années, simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on est sur un monde qui est en pleine évolution, etc. Et donc, en fait, il y a une prime pour les plus curieux et ceux qui vont le plus vite dans ce monde-là. Donc aujourd'hui, les prix, enfin, les rendements sont à ce niveau-là. D'ici, je pense, 6 7 ans, les rendements seront autour de 7 8% dans les voilà 7 8%. D'accord. Maintenant, aujourd'hui, on est tôt entre guillemets. On est Ok, donc on c'est est dans premier arrivé, premier servi, entre voilà, guillemets. les 2 3 premières Ouais. années. Donc ça a été créé en 2019, la finance décentralisée environ. Donc on est en 2022, on est assez tôt quand même. Ouais. Même, je pense que même d'ici 2025, il y aura encore des rendements de ce type-là. Mais voilà, l'objectif, c'est d'essayer. Enfin, en tout cas, moi, j'ai de la chance, je suis bien placé dans ce truc-là. Je vais continuer à essayer de tirer le maximum que je peux D'accord. de ça, parce que c'est très très intéressant. Ok, ok. Bah écoutez, en tout cas pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment justement faire ça, enfin, c'est-à-dire gagner un rendement sur votre capital en crypto, en faisant plus du coup de la DeFi plutôt que de la CeFi. Donc si c'est plutôt de la CeFi en mode bah, juste poser un peu d'argent et gagner du coup un rendement qui serait inférieur à de la DeFi, donc genre 10, enfin entre 8 et 10%. Donc ça se fait sur des plateformes centralisées. Et si vous voulez plus aller faire de la DeFi, donc plus aller chercher du rendement, et donc comme toi tu fais, aller tirer vers je pense, du 20, 25, 30%, comme toi tu fais. Je Dépendant des pense. périodes de marché. Aujourd'hui, Ouais.
Donc on est début avril, on est plus autour de 30 si on arrive à aller aux bons endroits. Maintenant, D'accord. ça peut aller à, je sais pas, à 15. Pourquoi? Parce que en fait, si ça va à 15, bah, en gros, c'est x2 sur ce que tu peux trouver en centralisé. En gros, pour moi, D'accord. c'est fois. Ok, donc voilà, donc en tout cas, ceux qui veulent s'y intéresser, je vous mettrai un lien vers la formation écoutez, de Ben, et puis aussi le lien vers sa chaîne YouTube si les cryptos vous intéressent. Moi, c'est quelque chose dont je parle très peu sur ma chaîne, parce que c'est pas un univers dans lequel moi je suis personnellement, mais je fais 5-6% de mon portefeuille un petit peu crypto, justement plutôt en mode CeFi, justement pour le côté pas prise de tête. Mais pour tous ceux qui veulent s'y intéresser vraiment et qui ont un petit capital à mettre en place, et que vous voulez du rendement, chercher du rendement, ça peut être vachement intéressant pour vous. Donc, merci en tout cas, Ben, d'être passé sur la chaîne. Et puis, Merci à toi. si tu as un dernier petit mot à dire, je sais pas, un conseil ou une recommandation de plateforme ou j'en sais rien, un petit truc en plus. euh, Bah, ce que je dirais, c'est simplement si vous avez un petit portefeuille, intéressez-vous vraiment au airdrop parce que ça peut changer votre portefeuille. ouais, un petit airdrop, ça peut être bien sympa. Ok. Merci à toi. Et écoute, je te dis à très bientôt sur la chaîne. Et voilà, très bonne journée. Merci à toi, bonne journée, vas-y, ciao. Salut.